Vous trouvez ici une introduction à la réaction chimique utilisée dans le cadre d'une classe inversée. Nous commençons par une définition, notamment en opposition aux phénomènes physiques, comme par exemple les séparations de mélange ou les changements d'état. Nous voyons ensuite comment décrire la réaction chimique à travers une équation de réaction. Nous discutons brièvement de quelques propriétés des réactions chimiques, comme le fait qu'elles peuvent dégager, absorber de l'énergie, qu'elles soient spontanées, qu'elles peuvent être plus ou moins rapides par exemple. Et puis nous regardons enfin comment équilibrer les équations de réaction. Entre les vidéos, vous retrouvez les questions qui sont posées aux élèves dans le cadre de la préparation du cours. Vous pouvez bien sûr mettre sur pause pour pouvoir prendre le temps d'y répondre. Une réaction chimique est une transformation de la matière, dans le sens où nous aurons au départ une ou des substances qui vont réagir et créer de nouvelles substances. Les substances de départ s'appellent réactifs et les substances nouvellement créées s'appellent produits. Il ne faudra pas confondre les réactions chimiques avec de simples transformations physiques. Simples dans le sens où il s'agit de changements d'état et nous avons vu que si on fait bouillir de l'eau par exemple, on a de l'eau liquide qui passe sous forme d'eau gazeuse et donc la formule H2O ne change pas. Si j'ai pas un changement de la formule développée, je n'ai pas de réaction chimique. Parfois les choses peuvent sembler plus complexes. Nous avions observé cette réaction en début d'année où nous avons du CO2 solide qui sublime et devient du CO2 gazeux et puis où l'humidité de l'air se condense du fait du froid et nous avons ce brouillard qui est créé. Donc c'est pas toujours aussi évident que cela. Nous avons également réalisé des séparations physiques. Il ne faut pas non plus mélanger séparation physique et réaction chimique. Nous avions par exemple une poudre que nous avons séparée en utilisant deux solvants. Nous l'avions préalablement dissous dans un premier solvant. Ici, on voit qu'elle donne une teinte violette et puis ajouter un second solvant qui est transparent incolore. Et puis nous avions réussi à séparer les deux constituants de ce mélange de solides en ayant un solide qui restait dans la phase aqueuse et l'autre qui passait dans la phase grasse. Et nous avions pu obtenir du coup une séparation ici avec ce changement de couleur. On pourrait imaginer qu'il y a eu une réaction chimique. Ce n'est pas le cas. Donc il faut chaque fois bien réfléchir. La clé pour être sûr qu'il y a eu une réaction chimique, c'est de vérifier qu'on a fait disparaître un réactif et qu'on a fait apparaître un produit. Nous avons ici un exemple avec une réaction où on prend deux substances qui sont dissoutes, les deux sont solubles dans l'eau et lorsqu'on les mélange, eh bien on voit apparaître une substance qui est insoluble. On voit que c'est insoluble car il n'y a plus la transparence précédente. On a ici une indication que c'est bien une réaction chimique puisqu'il y a une nouvelle propriété physique. Prenons un exemple de réaction chimique. Nous en avons une ici qui est décrite en français. On nous dit que l'excès de gaz carbonique dans l'atmosphère est responsable de l'acidification des océans. En effet, quand le gaz carbonique réagit avec l'eau, il y a formation d'acide carbonique. Donc ici, ce qu'on entend, c'est qu'au départ, il y avait du gaz carbonique et de l'eau, et qu'à la fin, il y a de l'acide carbonique. Nous avons bien eu une transformation de substance, et donc il s'agit bien d'une réaction chimique. On l'a symbolisé ici, à gauche la molécule d'eau, à droite le gaz carbonique, et lorsqu'ils se rencontrent, ils peuvent se transformer et créer une nouvelle substance. On n'a plus d'eau, on n'a plus de gaz carbonique, on a de l'acide carbonique. Il est à noter que toutes les collisions ne sont pas efficaces. En effet, par exemple, l'orientation dans laquelle les molécules vont se collisionner ne seront peut-être pas adaptées. C'est le cas ici. Ou alors, la rencontre va se faire, mais avec une énergie cinétique insuffisante. Et les molécules vont simplement rebondir l'une contre l'autre. Ainsi, si on augmente la température, donc l'agitation des particules, on augmente la vitesse de réaction. Si on revient à notre exemple, donc ici on l'a symbolisé avec des modèles submicroscopiques, et bien si on revient à notre exemple, on va rarement dessiner les modèles submicroscopiques, bien entendu. On va plutôt indiquer les formules brutes des réactifs et des produits. Ainsi, je pourrais représenter la réaction qu'on vient de voir à l'instant par l'équation de réaction suivante. Le gaz carbonique CO2 rencontre l'eau
Je mets une flèche de réaction pour dire que ça se transforme. Donc c'est pas un égal, ça se transforme. Il y a un avant et il y a un après. Et donc j'écris le produit de la réaction H2CO3. La façon dont je positionne mes substances avant et après la flèche est importante car il y a les réactifs avant et les produits après. Par contre, autour d'un plus, je peux échanger mes substances sans aucun souci. Jean plus Jacques ou Jacques plus Jean, c'est la même chose. Et bien pour les molécules, c'est tout pareil. Certaines réactions sont très rapides, voire même explosives. C'est le cas de la rencontre de l'oxygène avec l'hydrogène, tel que présenté ici. On dit, lorsqu'il y a dégagement d'énergie, que la réaction est exoénergétique. On peut aussi préciser, ici c'est le cas, que la réaction est exothermique, c'est-à-dire qu'elle dégage de l'énergie calorifique, de l'énergie sous forme de chaleur. Parmi les réactions qu'on a déjà vues ensemble, il y a la dissociation. La dissociation, par exemple, de l'hydroxyde de sodium dans l'eau est une réaction qui est exothermique. Lorsque je mets du NaOH dans l'eau, si je touche mon bécher, je vais pouvoir sentir que la température augmente. Toutes les dissociations ne sont pourtant pas exothermiques. Si je prends par exemple du chlorure d'ammonium et que je le mets dans l'eau, eh bien là, j'aurai mon bécher qui va devenir froid. La température va donc diminuer. On dit des réactions qui absorbent de l'énergie qu'elles sont endo-énergétiques. Et si cette énergie est sous forme de chaleur, on dirait qu'elles sont endothermiques. Exothermique veut donc dire que notre système, notre réaction chimique qui dégage de l'énergie et le transfère au milieu extérieur, nous allons ressentir de la chaleur. C'est le cas par exemple des petites chaufferettes qu'on peut acheter pour l'hiver où vous avez à l'intérieur une solution sursaturée et un petit morceau de métal que vous allez craquer et qui va servir de noyau de cristallisation. Ces petites chaufferettes peuvent d'ailleurs être réutilisées, il suffit de les mettre dans le chaud pour ensuite récupérer la chaufferette comme neuve. Mais il existe également des chaufferettes qui sont endothermiques, donc ce ne sont plus des chaufferettes, ce sont en l'occurrence des petits packs qu'on utilise pour avoir sur soi en cas de problème pour refroidir une inflammation. Et donc on voit ici qu'on a un système cette fois qui est endothermique, c'est-à-dire qu'il absorbe l'énergie de l'extérieur et c'est pour ça que nous perdons de l'énergie et que nous ressentons du froid. Parmi les propriétés des réactions, on note que certaines réactions vont très vite, c'est le cas de l'explosion par exemple de l'hydrogène qu'on a vu tout à l'heure, tandis qu'il y en a d'autres qui peuvent même prendre des millions d'années, en l'occurrence la formation du pétrole dans cet exemple. Enfin, notons que certaines réactions chimiques vont être dites complètes, c'est-à-dire que, par exemple, je suis capable de brûler du méthane jusqu'à ce qu'il n'y ait absolument plus aucune molécule de méthane. Cette réaction-là, je peux la faire de façon complète. Il y a des réactions qui sont plus complexes et qu'on étudiera en deuxième année, qui sont dites incomplètes et qui dépendent de ce qu'on appelle un équilibre, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez formé le produit est capable de se transformer en réactif. L'exemple choisi ici est celui du procédé Haber-Bosch qui a permis de former de l'ammoniac malgré le fait que celui-ci, une fois formé, se retransformait en azote et en hydrogène. Procédé innovant qui a d'ailleurs mené à un prix Nobel dans les années 20. Certaines réactions sont spontanées, c'est le cas par exemple de la combustion. Également, les piles fournissent spontanément l'électricité. D'autres réactions par contre ne sont pas spontanées. Comme exemple, nous avons la formation de l'ammoniac qui a nécessité le procédé Haber-Bosch pour être possible. Et puis, nous avons également le moment où nous allons recharger des piles. Et bien, à ce moment-là, on va fournir de l'électricité et l'énergie va être prise sous forme de passage d'électrons. Dans le même ordre d'idée, il y a la galvanoplastie, mais il y a aussi, par exemple, la production de l'aluminium à partir de la bauxite, etc. Pour qu'un processus soit spontané, il faut que globalement le désordre augmente. Ça fera le sujet de l'étude de la thermodynamique en fin de deuxième année pour les OS.
Revenons à l'exemple de la réaction explosive de l'hydrogène avec l'oxygène gazeux que nous avons vu précédemment. Eh bien, elle est représentée ici sous 3 formes. Il y a la forme française qui indique que le dioxygène réagit avec le dihydrogène de façon explosive et mène à la formation d'eau. Il y a la forme d'équation chimique qui est ici. On indique en plus les états de la matière. On voit que l'oxygène est sous forme gazeuse simplement parce que la réaction est exoénergétique et que donc la température au moment de la réaction est largement supérieure à 100 degrés. Et puis ici, nous avons une description avec un modèle submicroscopique. Cette description avec le modèle submicroscopique mène à une réflexion. Si vous avez déjà joué au Lego, vous voyez qu'avec 2 oxygènes et 2 hydrogènes, vous n'allez pas créer une molécule d'eau avec un oxygène et 2 dihydrogènes. Il devrait rester à côté un atome d'oxygène qui ne serait pas lié. On appelle cela un radical. Mais dans la réalité, c'est pas ce qu'on observe. Il n'y a pas de radicaux oxygène libérés par cette réaction. Ça veut dire que le 2e oxygène a dû être utilisé pour former encore de l'eau. Il manque pour cela donc un 2e hydrogène. Ainsi, ma réaction est plus correcte puisque tout est utilisé. Il ne me reste rien sur les bras à la fin de la réaction. J'ai donc une molécule d'oxygène qui réagit avec 2 molécules d'hydrogène pour former 2 molécules d'eau. Lorsque j'exprime cela, j'exprime la quantité et je n'ai plus seulement la qualité. L'équation que j'avais avant n'est pas fausse, mais elle n'indique pas en quelle quantité relative doivent réagir les substances. Elle n'indique que l'aspect qualitatif. Ici, on a rajouté un aspect quantitatif. Lorsque vous faites ce raisonnement sur une équation de réaction, vous allez commencer par raisonner sur un type d'élément chimique. Par exemple ici l'oxygène. Et vous allez commencer par mettre 2 coefficients stoïchiométriques pour faire matcher la quantité de l'élément avant et après réaction. Donc ici, notre oxygène, eh bien on voit qu'il y en a 2, alors qu'à droite il n'y en a qu'un. Nous allons donc mettre devant ce qu'on appelle des coefficients stoïchiométriques pour faire qu'il y ait autant d'éléments oxygène avant réaction qu'après réaction. Ensuite, nous réfléchissons au 2e élément présent dans cette réaction chimique, c'est l'hydrogène, et nous voyons que nous avons, en prenant 2 molécules d'eau, eh bien, en fait, 4 hydrogènes. Il nous faudra donc aussi avoir 4 hydrogènes, et pour avoir 4 hydrogènes, nous devons prendre 2 fois cette molécule de H2. Vous avez ici une équation dite équilibrée qui explicite également l'aspect quantitatif et pas seulement l'aspect qualitatif. Attention toutefois, au moment où vous équilibrez vos équations, vous n'allez mettre que des coefficients stoïchiométriques, c'est-à-dire que des grands chiffres avant les molécules. En effet, si vous vous amusez à vous dire « Ah ben tiens, j'ai 2 oxygènes ici, je veux en avoir 2 ici » et que vous rajoutez un petit 2 en bas à droite, vous changez la réaction. Vous ne parlez plus de la même réaction et en l'occurrence, cette réaction n'existe pas. Vous ne faites plus la réaction du dioxygène avec le dihydrogène pour former de l'eau, mais vous formez de l'eau oxygénée. Et donc vraiment, la réaction a changé et vous n'exprimez plus ce qu'on a pu observer expérimentalement.